Thérapie cognitive et comportementale. Point de vue d'un psychologue clinicien exerçant en tant que thérapeute cognitivo-comportemental. Chapitre 1. Pourquoi les TCC? Introduction. Bonjour à tous, donc comme le titre vous en informe à l'avance, je vais vous présenter de façon très courte, puisqu'il s'agit d'un premier chapitre, les thérapies cognitives et comportementales. J'ai décidé de présenter ce type de thérapie non pas comme un cours ou une formation mais au travers d'une perception et d'une expérience personnelle. Ce chapitre 1 s'intitule « Pourquoi les TCC ?», car il me semble logique de débuter par les raisons qui nous amènent à s'intéresser à ce type de thérapie. Qui fait cette présentation et qui peut être intéressé? Les personnes pouvant s'intéresser à cette présentation peuvent être tout individu curieux d'en savoir plus sur cette approche thérapeutique, des personnes qui cherchent pour des besoins personnels à se renseigner sur ce type de psychothérapie ou bien des soignants qui veulent élargir leurs connaissances en thérapie. Pour ma part, je suis psychologue clinicien spécialisé en thérapie cognitive et comportementale et j'exerce cette spécialité depuis une petite dizaine d'années. Science, rigueur et évaluation. On va déjà commencer par l'aspect scientifique qui peut être un critère important qui nous amène à nous intéresser ou à choisir ce type de thérapie. C'est pour ma part, ce qui m'a attiré en premier vers cette approche. Puisque dans le parcours classique de psychologie clinique, en tout cas, dans le début des années 2000, on nous proposait plutôt une approche de psychopathologie psychanalytique qui malheureusement ne présente pas à l'heure actuelle un statut de science même si cette branche de la psychologie reste pour ma part un outil de compréhension très utile. Les TCC s'inscrivent donc dans une démarche scientifique puisqu'elles sont issues de théories qui s'ancrent dans les modèles scientifiques établis à l'heure actuelle et partagés par un certain nombre de chercheurs que ce soit en psychologie cognitive, en psychologie comportementale et également en neurosciences. Ce que j'entends par une démarche scientifique, c'est que pour les thérapies cognitives et comportementales, au-delà d'un modèle théorique issu de la recherche, les protocoles et les résultats sont évalués, pensés et je dirais filtrés en fonction des critères de la science. À ma connaissance, il y a peu ou pas d'autres thérapies, que l'on peut ranger dans le domaine psychologique, qui sont évaluées avec une rigueur de la sorte. En effet, il est assez facile aujourd'hui de trouver des articles scientifiques de qualité traitant des thérapies cognitives et comportementales à propos de différentes pathologies psychiatriques ou difficultés psychologiques pour les cas les plus modérés. De mon côté, je pense que l'aspect scientifique oblige une rigueur et une autocritique permanente, ce qui, du côté du thérapeute oblige à penser et à repenser régulièrement à ce qu'il fait avec le patient, tout cela en se basant sur des lectures d'ouvrages ou d'articles les plus récents possibles bien évidemment. Toujours dans cette logique de rigueur, les thérapeutes cognitivo-comportementaux peuvent également être supervisés régulièrement afin qu'un professionnel plus expérimenté jette un coup d'œil sur leur travail. Il existe également des intervisions où les thérapeutes, censés avoir un niveau d'expérience et de savoir similaire, abordent des cas cliniques afin de s'entraider. Ces deux derniers points, c'est-à-dire intervisions et supervision, ne sont pas spécifiques à la thérapie cognitive et comportementale mais existent aussi pour beaucoup d'autres psychothérapies. L'évaluation est donc selon moi le meilleur critère de rigueur que l'on puisse appliquer à une approche thérapeutique, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En thérapie cognitive et comportementale, nous évaluons précisément les difficultés au début, en cours et à la fin. Cela peut être avec une analyse fonctionnelle très précise, une sorte de questionnaire non standardisé mais personnalisé à la problématique du patient.
Ce peut être également avec des questionnaires standardisés et validés sur le plan scientifique. Pour ma part, je n'utilise pas régulièrement de questionnaires standardisés, mais je passe beaucoup de temps à faire une analyse fonctionnelle détaillée. Je reviendrai probablement dessus, dans un autre chapitre, pour expliquer ce qu'est une analyse fonctionnelle. Ensuite, nous évaluons régulièrement les effets de l'action thérapeutique de façon précise en fonction des objectifs et des sous-objectifs à atteindre. Directive. Jalonner et accompagner. L'autre critère qui me semble important et être un avantage pour ce type de thérapie est leur aspect directif, puisque le thérapeute a un rôle de guide en utilisant ses outils et sa démarche. Il s'agit d'orienter la personne, de jalonner un parcours thérapeutique décidé avec l'accord du patient, sur la base d'objectifs fixés avec lui et dans la mesure du possible. Il s'agit donc d'un guide au service du patient et non d'un maître qui dirige le patient. Cette nuance est importante car je pense que nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais ce qui, au regard de la nécessité du patient, nous semble le plus approprié, tout en respectant les possibilités, les états émotionnels et le jugement du patient lui-même. Cet aspect directif est rassurant pour un certain nombre de patients, mais cela ne conviendra pas à tout type de personnalité, bien évidemment. Cependant, je pense que la plupart des êtres humains en souffrance nécessitent des rails sur lesquels se poser et trouver la force d'avancer. Je donne souvent l'image d'un chemin, d'un parcours balisé, jalonné avec une sorte de coach, de guide qui apporte une aide pour avancer et à rediriger la trajectoire en cas de besoin, mais tout cela sans brusquer l'autre, bien sûr. Encore un autre aspect qui n'est pas propre aux thérapies cognitives et comportementales, mais il en est une composante essentielle, canal dans lequel le patient va pouvoir se poser et se sentir soutenu tout en fournissant un travail à l'intérieur des séances et également en dehors des séances au quotidien. Souvent, les patients souffrance n'ont plus la force de trouver une énergie directrice, alors ils viennent probablement la puiser dans ce type de thérapie. Collaborative. Empathie du thérapeute et investissement du patient. Je pense également que les TCC doivent leur succès montant au côté collaboratif. Il s'agit de développer une empathie suffisante, un cadre suffisamment apaisant et le relationnel le plus agréable possible pour créer l'alliance thérapeutique. Cela doit être suffisamment de qualité pour que le patient puisse faire face à la thérapie dans son ensemble. En effet, pendant la thérapie, les émotions seront remuées, même si cela a pour but d'apaiser et ou de guérir à long terme, bien sûr. Les comportements, les pensées, les croyances et une bonne partie du domaine cognitif seront modifiés. Donc, tous ces changements ont besoin de se faire dans un cadre le plus sympathique possible. En effet, je rappelle que les TCC ont pour objectif de créer des modifications significatives, progressives, mais avec des objectifs et sous-objectifs parfois difficiles. L'aspect collaboratif représente le fait que deux personnes de chaque côté du bureau travaillent sur une problématique avec chacun leur spécialité vis-à-vis du problème et en essayant d'être en entente le plus souvent possible. Le patient peut même parfois y trouver un certain confort afin de compenser les différentes heures qu'il peut vivre tout du long. Le thérapeute peut, s'il pense que cela va aider son patient, et seulement dans ce but-là, bien sûr, dévoiler quelques informations personnelles, utiliser l'humour de façon intelligente ou encore quelques dérives en échangeant autour d'opinions ou de discussions n'ayant pas forcément de rapport direct avec la thérapie. Tout cela doit être évidemment utilisé de façon parcimonieuse et toujours dans le but de favoriser l'alliance thérapeutique, tout en gardant une distance professionnelle efficace. On améliore ainsi la qualité relationnelle puisque c'est l'élément fondamental de ce type de thérapie et finalement de toutes les thérapies.
Ce n'est pas une activité simple que de générer une relation thérapeutique de qualité tout en restant professionnel et à une distance juste afin de protéger le patient mais aussi soi-même en tant que thérapeute. Un autre but de ces différentes techniques aidant à la collaboration est de générer ainsi un climat de confiance. Objectif clair et progressif. En marche d'escalier, hiérarchisé et motivant. L'autre atout de ce type de thérapie est le fait que l'on définisse ensemble, avec le patient, un objectif ou des objectifs voire des sous-objectifs assez clairs et précis dans les premiers entretiens. Il est important, en effet, de savoir où l'on va, savoir par quelles étapes on doit passer, savoir si cela est possible et s'il faut découper encore davantage en sous-objectifs. On classera toutes ces étapes de façon hiérarchique et progressive. Cela permet de favoriser la guidance puisque l'on sait où l'on va, quel chemin prendre et on évalue régulièrement pour voir si nous sommes dans la bonne direction et dans le bon sens. Le fait de mettre en place des sous-objectifs a pour conséquence d'arriver assez rapidement et assez facilement, la plupart du temps, au premier sous-objectif, ce qui améliore et augmente la motivation du patient et également celle du thérapeute. Plus les sous-objectifs sont petits et donc nombreux, plus l'énergie au sein de la thérapie existe. Il faut donc découper les objectifs en plusieurs parties afin de rendre le travail plus efficace, plus rationnel et mieux organisé. Psychoéducation. Prendre conscience et apprendre son fonctionnement. La notion de psychoéducation signifie simplement que l'on va renseigner le patient, dans la mesure du possible, sur ses troubles et lui expliquer au travers des connaissances actuelles en sciences pourquoi et comment il souffre de ses problèmes psychologiques ou de sa pathologie mentale. C'est un aspect, selon moi, important de la thérapie puisque c'est une partie que nous sommes censés faire dans les premiers entretiens. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un cours de psychologie ou de neurosciences mais plutôt de fournir au patient ce qui lui servira et l'éclairera pour la suite de la thérapie afin que nous parlions le même langage. Il est en effet important de connaître quelques fonctionnements pour les exercices et pour le déroulement de la thérapie. D'après la plupart des auteurs sur le sujet, il s'avère que cette partie est d'autant plus importante pour les troubles bipolaires et la schizophrénie. Personnellement, je le fais également pour tout type de problème et souvent les patients renvoient à un aspect positif de ce type de renseignement. La prise de conscience de son fonctionnement psychologique est la première étape d'une guérison et ou d'une amélioration. On peut tout à fait utiliser un tableau ou un support papier afin de créer des schémas et ou des dessins visant à simplifier l'apprentissage. Il existe également des livres d'autothérapie, ce qui dans notre jargon est appelé bibliothérapie, qui peuvent fournir un support important pour le patient. Personnellement, je ne l'utilise que dans des cas particuliers mais peut-être que cela évoluera. En effet, il existe de plus en plus d'ouvrages d'une excellente qualité, écrits par des spécialistes du domaine en question, pouvant aider le patient. La raison pour laquelle je le propose uniquement dans des cas précis aux patients est le fait que le livre ne représente, et c'est un avis personnel seulement, qu'un seul aspect, qu'une seule vision d'une problématique et ou d'une pathologie souvent, malgré tout, très complexe. Ainsi, le livre sans thérapeute ne répondrait que très rarement aux difficultés de mes patients. La thérapie avec le thérapeute apporte tout un tas d'autres avantages qui sont selon moi indispensables à la guérison ou à l'amélioration des difficultés. Donc pour ma part, je pense qu'il est préférable de s'entretenir avec un thérapeute formé au TCC lorsqu'on présente une difficulté relevant de ces thérapies. Il s'agit là d'un avis purement personnel bien entendu.
La raison la plus évidente est le fait que le livre ne soit jamais personnalisé, du moins jamais autant que ce que vous ferez avec un thérapeute. La motivation, également, est plus difficilement mobilisable si l'on s'aide uniquement d'un livre d'autothérapie. Après, si cela convient à certains patients et que les personnes se sortent de leurs difficultés uniquement avec un livre, sans thérapeute, cela est vraiment très bien, bien sûr. Par ailleurs, je dois avouer que je suis un grand lecteur de livres destinés aux patients puisque j'y trouve un certain nombre d'outils que je module, j'adapte à mes patients afin de potentialiser, d'améliorer l'effet de la thérapie puisqu'il y a toujours des outils, des techniques ou des réflexions à découvrir lorsqu'on est face aux problématiques mentales. Mais ici ce type d'ouvrage est utilisé de façon particulière. Je ne déconseille donc en aucun cas de se procurer ce type de livre, j'essaie simplement d'en pointer les limites et de savoir ce qu'on peut en attendre et ne pas en attendre en s'en procurant un. Ayant moi-même des schémas d'exigence élevés et étant un perfectionniste aguerri, il va de soi que je préfère que les gens fassent les choses vraiment au mieux mais après à chacun de se faire son avis sur la question. De façon plus rationnelle et plus objective, j'avoue que je ne me suis jamais renseigné pour savoir s'il y a eu ou s'il y a en ce moment des études scientifiques qui ont évalué la bibliothérapie, donc mon opinion n'aura pas bien plus d'arguments. Il ne s'agit simplement que de croyances et d'idées personnelles. Effet positif. Science et expérience clinique, sans baguette magique. Je pense que maintenant nous allons parler de l'essentiel, c'est-à-dire répondre à la question, est-ce que cette thérapie marche ou ne marche pas? Dire que la question est complexe est un doux euphémisme. Mais d'après les différentes études scientifiques menées sur le sujet, la thérapie cognitive et comportementale offre des résultats très intéressants dans la plupart des pathologies mentales. Il faut aussi ajouter que ces résultats évoquent souvent, mais pas toujours, les thérapies dans le cadre d'une prise en charge également avec un psychiatre qui prescrit des psychotropes. En effet, les thérapies cognitives et comportementales sont tout à fait compatibles avec la prescription d'un psychiatre et c'est souvent dans cette double thérapie finalement que les résultats sont les meilleurs. Je dois avouer que dans ma pratique, la plupart des patients sont sous traitement psychotrope et bien souvent à la dose minimale efficace. Bien évidemment, il y a aussi les patients qui évoluent favorablement sans traitement psychotrope mais cela est réservé à des pathologies ou des problèmes psychologiques de moindre ampleur. Même si elles ont été reconnues comme efficaces auprès des troubles anxieux, elles peuvent s'avérer également efficaces au niveau des troubles de l'humeur, des troubles de la personnalité, de la schizophrénie, des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'affirmation de soi et d'autres domaines dans lesquels ma pratique est fortement limitée, tels que les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, les troubles sexuels et je l'imagine aussi, pourquoi pas, les problèmes conjugaux. Quand on parle d'efficacité, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces thérapies fonctionnent tout le temps avec tout le monde. Non, le domaine de la psychologie, du cerveau et de l'univers mental au sens large reste selon la plupart des scientifiques, qui ne sont d'ailleurs pas forcément du domaine, les objets les plus complexes de l'univers. Il est donc difficile de répondre à toutes les questions et on est en droit de se demander si un jour on pourra répondre à toutes ces questions. En revanche, il faut reconnaître que pour un certain nombre de personnes, ces thérapies peuvent avoir un effet, je dirais, efficace à 100% puisque les objectifs sont remplis totalement. En ce qui concerne mon expérience, mais correspondrait plus ou moins aux études scientifiques, la plupart de ces patients qui atteignent une efficacité, pourrait-on dire, totale ne se voient jamais rechuter, à part peut-être s'ils vivent un événement douloureux qui viendrait à nouveau fragiliser leur état mental.
Cependant, il est difficile de savoir dans quelle mesure la thérapie fonctionnera ou pas puisque cela dépend de plusieurs facteurs, dans lesquels je citerai notamment l'âge de la difficulté, c'est-à-dire depuis combien de temps la personne présente sa maladie mentale ou ses troubles psychiques, l'intensité et l'étendue des troubles, les comorbidités, c'est-à-dire la présence ou non d'autres troubles associés, l'état général de la personne au niveau physique, c'est-à-dire s'il y a la présence de maladies somatiques, l'environnement dans lequel évolue la personne, je pense notamment à l'entourage social, c'est-à-dire la famille, les amis, mais aussi les loisirs, l'activité professionnelle, les centres d'intérêt, l'enfance, les parents et d'autres facteurs particuliers. On observe également des résultats partiels où la personne évolue et atteint un certain nombre de sous-objectifs mais où la thérapie ne permet pas d'atteindre la suppression complète des symptômes. Et en dernier lieu, il existe aussi malheureusement des personnes pour qui ces thérapies n'ont pas vraiment d'effet, si ce n'est un soutien psychologique, c'est-à-dire où le relationnel avec le thérapeute permet de mieux vivre, d'être soutenu au regard de ses troubles psychiques ou de sa maladie mentale mais n'arrive malheureusement pas à progresser, soit parce que la thérapie n'est peut-être pas adaptée, soit parce que la maladie est trop importante et que quasiment aucune thérapeutique, même médicamenteuse, n'a d'effet significatif. La personne se maintient alors dans un état qui reste pathologique. Dans ce genre de cas, il est possible qu'à l'heure actuelle, les connaissances en psychiatrie et en psychologie ne réussissent pas à répondre à suffisamment de questions pour pouvoir aider certaines personnes. D'un autre côté, l'approche psychanalytique peut parler d'inconscient, avec une place importante dans lequel les psychanalystes ou les thérapeutes d'inspiration psychanalytique imaginent un mécanisme qui empêche la personne d'évoluer. Cela reste une hypothèse, pour laquelle on pourrait imaginer, peut-être, que seule la psychanalyse arrive à dissoudre la pathologie ou la souffrance de la personne, mais il s'avère que parfois non, cela ne marche pas mieux. Donc cela reste une idée, une théorie mais qui sur le plan scientifique reste maigre. On préférera alors parler dans ces cas de non-connaissance ou d'énigme à l'heure actuelle. Il existe aussi des cas, mais qui sont très rares, avec une évolution défavorable, c'est-à-dire que même avec une approche cognitive et comportementale, ou autre d'ailleurs, le patient continue à s'enfoncer dans la pathologie malgré tout un arsenal thérapeutique que l'on va mettre en place et que l'on modulera. Néanmoins, je pense que, malgré tout, la plupart du temps l'approche TCC répond à l'ensemble des problématiques et aide sincèrement et significativement la plupart des patients. À ce propos, si vous souhaitez davantage d'informations et de précisions en termes de pourcentage d'efficacité et si vous me le demandez, je pourrais vous mettre en annexe des liens sur des articles scientifiques que j'espère disponibles gratuitement et légalement bien sûr. Pour répondre à la notion d'efficacité des thérapies adaptées aux problèmes psychologiques, je pense que les thérapies cognitives et comportementales ont vraiment leur carte à jouer, sont un apport important et qu'elles peuvent tout à fait compléter d'autres types d'approches sans aucun problème. Il existe d'autres types de prise en charge des difficultés psychiques qui peuvent apporter une réponse, probablement, lorsque les TCC ne donnent pas de résultats satisfaisants. L'objectif n'est pas de mettre en comparaison tel ou tel type d'approche mais de tendre vers une pluridisciplinarité lorsque le patient le nécessite. Pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est la façon dont les thérapeutes utilisent les outils plus que les outils eux-mêmes et surtout si la personnalité du thérapeute pourra correspondre ou non aux nécessités du patient. Conclusion. Passionné par ces thérapies, militant mais ouvert d'esprit. En somme, on peut donc dire que les TCC doivent être proposés à des patients en première intention lorsque cela relève de leurs troubles et à ceux qui n'ont pas réussi,
à travers d'autres approches, à trouver une satisfaction et ou une guérison de leur maladie. Il va de soi que pour avoir une thérapie cognitive et comportementale de qualité, il faut trouver un thérapeute qui soit formé rigoureusement à ce type de thérapie, c'est-à-dire au moins, selon moi, en reprenant les critères de base qui sont 3 années de formation et de supervision, ce qui assure une très bonne base. Cela ne garantit malheureusement pas les autres critères nécessaires pour ce type de thérapie, et d'autres, parmi lesquels on peut citer compatibilité des personnalités, investissement, motivation, espoir et autres, de part et d'autre du bureau. Humanisme, empathie, esprit scientifique, flexibilité et autres, en ce qui concerne le thérapeute. La qualité relationnelle et l'entente que l'on a avec son thérapeute prime avant tout. Je pourrais également fournir en annexe les moyens de trouver des thérapeutes TCC certifiés selon des critères exigeants et précis et formés et ou supervisés en continu. Après, c'est à chacun de se faire un avis personnel. J'espère pour ma part que ce type de thérapie se diffusera de plus en plus et ou en tout cas sera de plus en plus proposé aux patients, puisqu'au-delà des études scientifiques, je reste persuadée que ce sont des thérapies d'une très bonne qualité et qui répondent à de très nombreuses questions et problématiques psychiques. Fin. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs et ou formuler des questions pertinentes. Merci.